Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition de 17 heures. Dans l'actualité de ce mardi 5 janvier, les commémorations des attentats contre Charlie Hebdo et l'Hypercacher. 3 plaques ont été dévoilées ce matin en présence de François Hollande, du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Regain de tension au Moyen-Orient entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. La situation entre les deux pays prend une tournure inquiétante après l'exécution d'un opposant chiite soutenu par Téhéran. Outre-Atlantique, la polémique autour du nouveau clip de campagne de Donald Trump aux États-Unis. Après ses propos chocs, cette fois, ce sont les images qui posent problème. Et enfin, le nouveau patron de la plus grande équipe du monde, Zinedine Zidane, a été nommé hier soir entraîneur du Real Madrid. On y revient en fin de journal. Il y a un an, les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher faisaient 17 morts. Aujourd'hui, François Hollande a dévoilé plusieurs plaques commémoratives sur les lieux des attaques. Mais aujourd'hui, l'unité nationale est-elle toujours d'actualité? Reportage dans le 11e arrondissement avec Julien Chassagne. Ce matin, c'est devant l'Hypercacher que François Hollande a terminé son marathon des commémorations. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République François Hollande et Madame la maire de Paris Anne Hidalgo vont dévoiler la plaque à la mémoire des victimes de l'attentat antisémite du 9 janvier 2015, perpétré dans les locaux du magasin Hypercacher. Avant ça, il avait dévoilé 2 autres plaques. La première pour les victimes de Charlie Hebdo, devant les locaux du journal satirique, puis une autre pour Ahmed Merabet, le policier abattu ce jour-là. Des mini-cérémonies qui sont l'occasion de se demander si l'unité réclamée après les attentats de janvier dernier est toujours d'actualité. Oui, c'est une unité qui nous étend beaucoup, c'est-à-dire on la remarque toujours, il y a même un effort de se le dire, voilà. Est-ce que cette unité est pas liée à une émotion de court terme, mais après le rationnel prend le dessus? Et je ne suis pas sûre qu'il y ait encore une unité aussi forte. Les gens ont repris leur vie, et voilà. Mais c'est au fond du cœur. Une union nationale fragile mais nécessaire pour un pays qui se relève doucement après une année de deuil. À l'étranger, les tensions persistent au Moyen-Orient où l'Arabie Saoudite a coupé toute relation avec l'Iran. Un conflit qui s'envenime de plus en plus chaque jour depuis l'exécution d'un opposant saoudien samedi dernier. Notre spécialiste en politique étrangère est sur notre plateau. Bonjour Andrea De Santis. Bonjour. Alors l'exécution de cet opposant au pouvoir saoudien peut-elle embraser toute une région? C'est ce qu'on se demande aujourd'hui. Parti comme c'est parti, ce n'est pas qu'une région qui va s'embraser, mais c'est bien tout le monde musulman. Pour être clair, nous avons ici 2 pays majeurs au Moyen-Orient. On le voit sur cette carte, ils sont quasi voisins, séparés par le golfe Persique. Mais les confessions sont différentes. L'Arabie Saoudite, vous le voyez, est majoritairement sunnite, en vert, et de confession dominante donc au sein de l'islam. Et l'Iran est le seul représentant important du chiisme dans la religion musulmane, en rouge. Mais alors, au travers de ce conflit, il se dessine aussi une guerre des chefs. Clairement, nous avons ici 2 chefs en quête de leadership. D'un côté, le roi Al Saoud d'Arabie Saoudite. L'actu récente l'a montré, il n'a pas hésité à faire exécuter tous ses opposants. D'un autre côté, Hassan Rouhani, le président iranien, à peine sorti d'une période de négociation avec la communauté internationale sur son embargo, qui retourne déjà en conflit avec son plus proche voisin. Andrea De Santis, on voit régulièrement des exécutions, des manifestations sanglantes. Pour autant, on a du mal à réellement comprendre la source de ce conflit. Évidemment, il est toujours compliqué d'évoquer un conflit religieux. Parmi les nombreux différends, il y a celui qui concerne la Mecque, le lieu saint de l'islam dont l'Iran conteste la gestion par l'Arabie Saoudite. Mais ici, cette guerre, on peut l'appeler ainsi, une guerre, elle se joue aussi sur le terrain économique. Le régime de Téhéran reproche notamment à Riyad de jouer un rôle dans la baisse du prix du pétrole. Rappelons que les Saoudiens sont quand même les premiers exportateurs mondiaux de brut. Et les Iraniens voient d'un mauvais œil le fait qu'ils contrôlent le pétrole mondial. Alors, ils se font la guerre par procuration, si j'ose dire. Ils sont sur le terrain de l'Irak, du Yémen, de la Syrie. Mais le chaos s'est installé car les pouvoirs locaux sont instables. Donc du coup, le problème, c'est que l'Arabie Saoudite tente d'imposer sa confession, ses convictions, ses idées. Et là, pour le coup, ça nous concerne. En tant que Français, on sait que la France est un allié majeur de l'Arabie Saoudite. Des négociations auront lieu ce mois-ci à propos de la Syrie. Alors, les derniers incidents peuvent-ils contrarier justement ces négociations? Les graves incidents qui opposent l'Iran à l'Arabie Saoudite depuis quelques jours ne vont pas mettre en péril l'effort des communautés internationales. Elle va tenter d'apaiser les conflits en Syrie et en Irak, au Yémen, mais les négociations auront bien lieu et je pense que la communauté internationale arrivera à un accord et les négociations ne seront pas remises en jeu prochainement. Merci Andrea De Santis.
Aux États-Unis, Barack Obama se lance dans ce qui pourrait être un de ses derniers grands défis. Le président américain a présenté aujourd'hui de nouvelles mesures pour encadrer la circulation des armes à feu. Avec ce décret, les vendeurs seraient obligés d'obtenir leur licence et de vérifier les antécédents de chaque acheteur. Une proposition de loi qui a peu de chances d'aboutir. Barack Obama devra se confronter en effet au lobby des armes à feu, mais aussi et surtout au deuxième amendement de la Constitution qui autorise tout Américain à posséder une arme. Et à 10 mois de la prochaine élection américaine, Donald Trump fait encore polémique. Le candidat à la primaire républicaine vient de publier son premier clip de campagne. Dans cette vidéo, il dévoile les grandes lignes de son programme. Il y promet de construire un mur pour contrer l'immigration clandestine depuis le Mexique. Seul problème, il illustre ses propos par des images de migrants au Maroc. Avec ce genre de mesures, Donald Trump promet de rendre sa grandeur à l'Amérique. Également dans l'actualité du jour, vous pourrez peut-être bientôt placer vos économies chez votre opérateur mobile. Déjà en discussion pour acquérir Bouygues Telecom, Orange est entré en négociation avec Groupama pour acheter 65% de sa filiale bancaire. En mars dernier, l'opérateur mobile avait déjà annoncé la création de sa banque 100% mobile. Ce nouveau service devrait voir le jour début 2016. Cette semaine, c'est leur cerveau qui sont en ébullition. On parle ici des étudiants du campus cluster à la Paris School of Business, comme à l'ICP. Les étudiants sont en pleine période de partiel. Alors comment se préparent-ils pour affronter cette épreuve? Léa Faust est allée à leur rencontre. Sur le campus cluster, janvier rime avant tout avec partiel. Des examens semestriels qui exigent beaucoup des étudiants, en particulier en cette période d'après-fête, où les révisions se font souvent en dernière minute. Avec les fêtes, des matières difficiles, des dossiers qu'on a eu à faire, c'était un peu chaud. Du coup là, c'est plus de la dernière minute. Et pour réussir au mieux ces semaines d'examen, à chaque étudiant, c'est technique. En général, j'essaie de me faire un petit planning avec de telle heure à telle heure, je révise telle matière ou des choses comme ça, mais je le tiens pas forcément. Je sais quand je fais un planning, il y a toujours une matière ou une case qui saute dans la journée, mais je le sais, donc j'essaie de m'organiser un peu mieux. Puis ouais, je fais des fiches, des exercices, des choses comme ça. J'ai essayé de pas trop stresser déjà, gérer le stress c'est un gros travail. Ensuite j'essaie de prendre de l'avance en travaillant la deuxième semaine des vacances, mais avec les fêtes c'est loin d'être évident. Alors je révise un peu pendant la semaine de révision, je fais des fiches pendant cette semaine, je refais les exercices et le jour même je me fais un petit brainstorming de tous les exos et du cours. Pour être en forme et mettre toutes les chances de son côté, mieux vaut privilégier une alimentation saine, faire de l'exercice et surtout bien se reposer. Mais là encore, les avis sont partagés. Ouais, en général, je mange pas parce que si je mange, l'après-midi j'ai envie de dormir et du coup je suis inefficace pour tout le reste de la journée, donc je préfère pas manger. Mais si les épreuves sont intenses, elles sont finalement bien vécues par les étudiants du campus qui passent déjà à autre chose. C'est un petit moment comme ça de 5 jours et puis après c'est retour à la normale, quoi. Et maintenant, place à la page sport avec Bastien Servoni qui nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Bastien. Bonjour Léo. Alors aujourd'hui, c'était le premier entraînement de Zidane en tant que coach du Real Madrid. Zinedine Zidane, entraîneur, c'était dans l'air depuis quelques temps. Alors pourquoi franchir ce cap maintenant ? Alors au Real, la situation commençait à devenir de plus en plus compliquée. Rafael Benitez traîne une image d'entraîneur défensif. Il n'avait plus le soutien des joueurs au sein de l'effectif madrilène. Les résultats ne sont pas à la hauteur puisqu'ils sont troisième avec 4 points de retard sur le leader Barcelone en championnat. Le président Florentino Pérez était de plus en plus contesté, donc il fallait changer quelque chose. Et il a donc décidé de faire appel à Zidane, qui est une icône du club et qui lui semblait prêt pour endosser ce rôle maintenant. Mais alors on imagine que c'est un événement pour le football français, comme en Espagne d'ailleurs. Quelles ont été les réactions à son arrivée là-bas ? Alors pour son premier entraînement ce matin, le public a répondu présent au stade Alfredo Di Stefano. Il est clair que par son statut, Zinedine Zidane suscite un fort engouement à Madrid. Son arrivée a d'ailleurs fait les gros titres de la presse étrangère. En Espagne, Marca parle de solution. La Razón le qualifie de nouveau roi de Madrid. Le quotidien catalan Sport a même titré Benitez à la rue, Zidane au pouvoir. En Italie, la Gazzetta dello Sport, par exemple, a salué sa nomination, mais ils se sont demandé s'il était capable de relever un tel défi. Et en France, le Parisien a parlé de défi fou, alors que l'équipe a utilisé le qualificatif royal. Alors maintenant, à quoi faut-il s'attendre pour l'ancien meneur des Bleus ? D'abord, il va être jugé sur le jeu de son équipe. Le Real de Rafael Benitez a été très critiqué pour son manque d'inspiration dans le jeu. Et le Real de Zizou va devoir faire une meilleure impression.
Et du côté des résultats, les titres de champion d'Espagne semblent assez difficiles à aller chercher. Donc ça va être les résultats en Ligue des Champions qui vont être cruciaux, notamment avec un match compliqué face à la Roma. Aujourd'hui, c'est la principale chance pour Zidane de remporter un trophée dès ses débuts sur le banc. Pourtant, lors de sa première conférence de presse, il a déclaré qu'il voulait tout gagner avec le Real. On lui souhaite bonne chance. Merci Bastien. On passe aujourd'hui, au rallye, au sport automobile, avec le rallye Dakar qui continue aujourd'hui en Argentine. Alors où en est-on à la 3e étape ? Alors il aura fallu que 2 étapes à Sébastien Loeb pour remporter sa première victoire en rallye raid. L'Alsacien en profite pour prendre la tête du classement avec 2 minutes 23 d'avance sur son compatriote Stéphane Peter-Hansel. Derrière le duo français de chez Peugeot, on trouve le russe Vassiliev. En moto, c'est l'Australien Toby Price qui s'est imposé. Au général, il est leader avec 2 petites secondes d'avance sur le Portugais Ruben Faria. À quoi faut-il s'attendre aujourd'hui alors ? Alors après une longue étape hier, aujourd'hui, place à une étape beaucoup plus courte. Les concurrents partent aujourd'hui de Termas et Rio Hondo et ils arrivent à Jujuy, toujours en Argentine. Ce sera plutôt une étape de transition sans grand danger pour les pilotes a priori. Cette fois, merci définitif Bastien. Un immense comédien nous a quittés à l'âge de 93 ans. Emeline Serran s'est rendue au cours Florent pour se rendre compte de l'empreinte qu'a laissé cet immense acteur sur la comédie française. C'est une triste nouvelle. Michel Galabru, l'une des icônes du cinéma et du théâtre français, s'est éteint hier, à l'âge de 93 ans. Une disparition qui semble avoir marqué les esprits des comédiens en herbe. Michel Galabru, c'est quand même avant tout une voix et une présence cynique. On nous dit toujours au théâtre qu'il faut partir de soi pour élaborer un personnage. Et Michel Galabru, il avait vraiment cette facilité à capter le public. Il avait cette facilité à capter le regard et à attirer tout le public vers lui, comme le ferait un Jacques Weber ou un Depardieu au jour d'aujourd'hui. Qui fait partie du patrimoine national et c'est vrai que c'est une grosse perte pour l'ensemble de la communauté artistique. Michel Galabru est notamment célèbre pour avoir incarné le rôle du caractériel adjudant Jérôme Gerbert dans la série de films Les Gendarmes. Il est donné la réplique à un autre géant de la comédie française, Louis de Funès. Les hommages à madame. C'est un acteur pour qui j'avais une grande admiration parce qu'il pouvait être très drôle et en même temps avoir cette sensibilité, notamment pour l'avoir vu aussi dans des films comme Le Juge et l'Assassin. Il pouvait s'illustrer comme ça dans divers registres avec toujours une grande justesse. Un grand acteur disparaît donc. Celui qui a foulé les planches de la comédie française aura bien laissé son empreinte dans l'esprit de tous. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Léa Faust pour la météo. Au revoir. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous allons revenir sur les chiffres communiqués par Météo France et l'agence américaine NOAA, car les Français l'ont constaté, décembre n'aura jamais été aussi doux dans l'Hexagone. Les températures moyennes ont dépassé les 3,9 degrés au-dessus de la normale, un record encore jamais atteint, et la pluviométrie a elle aussi été particulièrement faible. L'année 2015 détient d'ailleurs l'un des 3 records de chaleur mondiaux depuis les débuts des relevés météorologiques. Avec une température moyenne de 13,5 degrés, l'année écoulée se situe juste derrière 2014 et 2011. Notez également qu'au niveau mondial, 2015 devrait être l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis l'ère pré-industrielle. Les causes évoquées, le réchauffement climatique, mais également El Niño, un phénomène cyclique qui réchauffe les eaux près des côtes de l'Amérique du Sud et influence fortement le climat de nombreuses régions du monde. Ce Noël 2015, il a atteint son paroxysme et il pourra se faire sentir jusqu'à l'été 2016. Revenons maintenant sur l'Île-de-France où le temps sera relativement stable demain dans la journée. Le matin, sous un ciel alternant entre passages nuageux et brèves éclaircies, des averses tomberont sur l'est et le sud de la région, notamment à Paris où le ciel sera gris toute la matinée. Du côté des Yvelines et du Val d'Oise, le ciel sera plus clair mais les températures plus froides. 6 degrés à Pontoise, 7 à Versailles et à Melun et 8 à Paris. L'après-midi se dégagera nettement en Seine-et-Marne sur tout le pourtour parisien. En revanche, à l'ouest, pas de changement, même si on évite la pluie. Côté température, l'air restera plutôt froid. Comptez 9 degrés à Melun, 8 à Évry, 7 à Versailles et à Pontoise et 9 à Paris. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce journal dès ce soir sur clusternews.fr. Bonne soirée.